Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, bonjour Patrice Thibault. Bonjour. Nous sommes venus donc aujourd'hui vous rencontrer avant la première représentation de Franito. Donc, il va avoir lieu ce soir au Théâtre des Nouveautés. Et c'est une coproduction du Parvis et du Théâtre des Nouveautés. Alors, vous avez beaucoup d'étiquettes. Vous êtes acteur, auteur, metteur en scène, humoriste, mime. Vous avez fait aussi du cinéma. Donc, avant de parler de la pièce, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre cursus ? Alors, mon cursus, moi je suis du Sud-Ouest. J'ai fait mes premières armes au théâtre à Bordeaux avec le Théâtre Job, qui est une compagnie qui existe toujours. Je suis resté 7 ans là-bas, j'ai fait mes premières armes là-bas, j'ai pas fait d'école ni rien, et puis après je suis parti à Paris, et très vite j'ai travaillé avec Michel Guigon, qui était une ancienne comédienne de Jérôme Deschamps. Après j'ai travaillé avec Christian Scaretti, qui était à la Comédie de Reims, après au TNP à Villeurbanne, je suis resté 7 ans avec lui, et après je suis allé avec Deschamps pendant 7 ans, donc j'ai fait des cycles un peu de 7 ans, sans faire d'école ni de conservatoire. Et puis après Deschamps, j'ai fait de la télé dans l'émission de Stéphane Bern, 20h10 pétante, où là j'ai fait des numéros de mime tous les soirs pendant 2 ans. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, mais ça serait bien que je fasse mes propres spectacles. Et depuis 2008, je tourne mes propres spectacles, voilà, qui sont très différents, que je veux différents, parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc ça a commencé avec Cocorico, qui fait le tour du monde depuis 12 ans, qui est un spectacle sans parole. Sur la France et les Français. Et puis après il y a eu Jungle sur la famille, après il y a eu Fair Play sur le sport, il y a eu Franito sur le flamenco, il y a eu Welcome sur la mort, il y a eu dernièrement Le Baron de Munchausen, j'ai fait une adaptation pour un opéra, c'était une commande, donc j'ai écrit le livret en alexandrin, j'ai joué, j'ai mis en scène. Et là, je prépare ma prochaine création qui s'appelle Coyote sur les Amérindiens. Voilà. Mais bon, j'ai commencé tout jeune, j'ai commencé à 20 ans, j'étais professionnel à 20 ans au théâtre, et en me disant que ça allait s'arrêter un jour, et puis finalement je suis toujours là, et puis ça continue. Et je me fais un devoir, c'est ce qui me plaît aussi, mais de faire des spectacles tout public, pour que les gens viennent en famille, donc ça va on a eu des enfants de 2 ans, de 4 ans, enfin en général, voilà, c'est de 6 ans à 120 ans, parce que maintenant on vit plus vieux, mais voilà, moi j'étais très influencé par mes grands-parents, mes grands-pères, un qui était français et qui était plutôt axé sur Fernand Reynaud, Louis de Funès et tout ça, et puis l'autre qui m'a fait découvrir les grands burlesques américains, Keaton, Tati c'est un français, mais Keaton, Chaplin évidemment, W.C. Field, voilà. Donc parce que mes parents ont divorcé très tôt et j'ai été élevé par mes grands-parents, donc j'ai eu les gens de ma génération ont plutôt baigné dans les cafés de la gare, Coluche, tout ça, alors que moi j'ai baigné dans les burlesques américains du début du XXe siècle. Donc c'est ce qui m'a influencé beaucoup. Et dans mon travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corporels, de mimes, de jeux, et ça parle ou pas, ça dépend des spectacles, voilà. Alors comment s'est effectuée votre rencontre avec monsieur Fran Espinosa, et comment est née cette histoire ? Alors, la rencontre s'est faite sur un spectacle de José Montalvo, qui est chorégraphe, qui voulait me faire travailler depuis longtemps, en disant que j'étais un danseur. Alors que moi j'ai dit non, je suis comédien, je suis pas danseur. Mais il dit si tu es danseur, mais tu le sais pas. Et on a fait un spectacle qui s'appelait Don Quichotte du Trocadéro. Et là, Fran est arrivé, il a déboulé avec sa personnalité, on a tout de suite accroché. Parce que moi j'ai des origines espagnoles aussi, donc lui était 100% andalou, 100% espagnol, mais moi ma mère était espagnole, et du coup on a tout de suite accroché. Et quand le Théâtre de Nîmes m'a proposé de faire quelque chose autour du flamenco, parce qu'ils ont un festival de flamenco chaque année, ils m'ont dit tiens, tu pourrais faire une petite performance autour du flamenco. Je dis
Oui, mais alors ça serait avec Fran, parce qu'on s'entend bien, puis parce que c'est un danseur extraordinaire. Et donc on a fait cette petite performance qui devait être une performance au début. On a répété 15 jours pour sortir quelque chose, un spectacle de 25 minutes. Enfin, c'était le deal. Et puis finalement, au bout de 15 jours, on a sorti un spectacle de 50 minutes qui a cartonné tout de suite. Et tout le monde nous a dit, mais en fait, t'as fait un spectacle, c'est pas une performance. Donc on a répété 15 jours pour amener le spectacle à 1h15, 1h20. Et voilà, mais c'est d'abord une belle rencontre avec Fran qui est pour moi, enfin tout ce que j'aime au théâtre, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on le croise dans la rue, on pourrait jamais s'imaginer qu'il bouge et qu'il danse comme ça. Un petit bonhomme, un peu, moi j'appelle c'est mon botéro vivant, il y a quelque chose de botéro, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, il y a une poésie qui se dégage de lui, de son corps et de sa façon de danser. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui m'a suivi dans tous les délires et dans toutes les bêtises que j'ai proposées. Donc on a beaucoup ri sur tout ça et moi je pars du principe que si nous on s'amuse, le public s'amusera. Voilà. Voilà, donc j'allais vous dire, vous l'avez un petit peu dit, vous avez dit il y a quelque temps, j'ai vite compris que faire rire rassemblait tout le monde. Et donc est-ce pour cela que vous avez privilégié, que vous privilégiez toujours le burlesque? En fait, petit, j'ai beaucoup souffert du divorce de mes parents. Et je pense que comme tous les artistes, on a tous des failles. Et je pense que j'ai eu besoin, petit, voilà, c'est un bien grand mot, mais j'ai eu besoin d'amour. J'ai eu besoin de sentir que j'étais quand même aimé, que malgré le divorce de mes parents, qu'il y avait toujours des gens qui m'aimaient. Et j'ai trouvé que très vite, qu'en faisant rire, j'ai trouvé que c'est de l'amour qu'on vous renvoie. Et puis j'ai fait rire les profs, j'ai fait rire les copains, j'ai fait rire la famille. Et c'était une façon pour moi de soulager de cette tristesse du divorce. Et puis c'est rassembleur. Alors évidemment, c'est pas que du rire, ce que je cherche d'abord, c'est l'émotion. Donc, et surtout, j'essaye inconsciemment, j'ai compris ça bien plus tard, de retrouver les émotions que j'avais en regardant des films avec mes grands-parents, de Chaplin par exemple, ou de Jacques Tati, où on riait ensemble. Et je me disais, petit, j'avais déjà cette conscience-là de me dire, tiens, moi j'ai 7 ans, il a 70 ans, et on rit aux mêmes bêtises. Et je trouvais ça formidable qu'on rit ensemble. Et voilà, je fais en sorte dans mon travail que les gens rient ensemble, toutes générations confondues. Donc oui, après, ça m'est arrivé de faire des tragédies avec des metteurs en scène différents et tout ça. Et où je m'en suis très bien sorti, les gens me disaient « Ah, c'est génial de te voir là-dedans ». Mais bon, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Moi, j'aime faire rire, je crois que... Voilà. Et puis les rires, moi ce qui me touche le plus dans les spectacles, c'est quand j'entends des rires d'enfants. Des fois on rentre sur scène en disant bon, on est fatigué parce qu'on n'arrête pas de tourner, tout ça. Puis tout d'un coup il y a un rire d'enfant qui sort dans ce où, et là vous êtes boosté. Voilà, non, c'est super agréable. Alors, ce sont des spectacles très physiques quand même. Et alors comment avez-vous travaillé la gestuelle, le rythme, parce que dans vos spectacles, la musique joue un rôle prépondérant. Toujours. Voilà. Je pense que ça vient encore une fois des films de Chaplin. À l'époque, on regardait Histoire sans parole. Ta, 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 ta. Et il y avait toujours de la musique. Et je pense que la musique porte le rythme, parce que dans l'humour, c'est d'abord une histoire de timing. Et le timing, c'est de la musique, en fait. Donc, quand il y a de la musique, ça m'inspire. Et quand je travaille souvent avec un musicien qui s'appelle Philippe Léniac, qui est sur beaucoup de mes spectacles, et mes mimes l'inspirent aussi musicalement. Donc en fait, c'est une inspiration mutuelle, et ça donne du rythme, et puis c'est toujours de la musique de haut niveau quand même. Hein. Là, vous allez voir, il y a un super guitariste, Cédric Dio, il est magnifique, Philippe Léniac, qui fait du piano, trompette, c'est un multi-instrumentiste, c'est génial aussi. Il crée toujours des musiques originales dans mes spectacles. Donc oui, je suis porté par la musique en fait. J'ai besoin de ça pour m'exprimer en fait. C'est là où je m'exprime le mieux, c'est en musique. Après c'est physique, oui, mais ça c'est physique parce que toujours pareil, influencé par tout ce que j'ai vu corporellement chez les grands acteurs. Et c'est mon truc, j'ai toujours été physique. Alors maintenant avec l'âge, ça l'est un peu moins, mais je trouve d'autres biais
plus dans l'émotion, on va creuser plus dans l'émotion. En fait, c'est un travail de toute une vie parce que ça me fait penser à ces clowns des fois. Il y avait Grock, je sais, qui était très connu, qui à la fin de sa vie faisait un numéro de chaise, il faisait presque rien et c'était aussi drôle qu'une performance physique à fond la caisse. Donc on est pur. Pour raconter une histoire, je faisais peut-être 10 gestes il y a 10 ans, maintenant j'en fais plus que 3 et ça marche autant sinon mieux parce qu'on est un peu plus dans l'émotion et moins dans la performance. Donc voilà, c'est le travail de tous les jours et de l'expérience. Alors moi j'allais vous demander, puisque vous étiez, en étant plus jeune, fan de rockabilly, Oui. comment passe-t-on du rockabilly au flamenco? Alors c'est marrant que vous dites ça parce que je suis allé au resto à midi là et il y avait une bouteille Festival de Rockabilly Tarbes. Je savais pas qu'il y avait un festival de rockabilly, donc je serais venu. Ah oui, non, mais j'étais fan. Le rockabilly parce que... alors d'abord j'ai été ska avant d'être rockabilly, fan de Madness et tout ça. Et puis après rockabilly parce que je trouvais qu'il y avait une énergie. Moi j'aime bien les choses assez positives, assez gaies. Et le rockabilly, j'ai retrouvé ça quand j'étais jeune. C'était la seule musique qui me permettait de m'exprimer en dansant dans les booms et dans les soirées. À fond la caisse sans retenue, et puis j'avais un jeu de jambes assez incroyable que je n'ai plus malheureusement, mais j'ai gagné des concours de rock et tout ça, et donc j'étais fan de ça, mais je pense que c'est lié parce que c'est lié encore une fois au rythme, et puis voilà, parce que c'était gay, et puis ça se dansait à deux, je trouve que c'est dommage qu'on perde des danses qui se dansent à deux, ça pouvait se danser tout seul ou à deux d'ailleurs, mais j'aime bien danser avec quelqu'un. Enfin, je trouve que ça se perd un peu chez les jeunes. Il n'y a plus de slow, il n'y a plus de rock. Ça paraît ringard, mais il y a un contact dans le regard, des fois en dansant, se regarder, de sentir, de deviner ce que l'autre va faire, va vous entraîner comme mouvement. Tout ça. Je trouve qu'il y a un partage en fait. Et c'est vrai que c'est un mot qui me tient beaucoup à cœur aussi, le partage. D'ailleurs, je commence mon dernier spectacle Welcome avec ça. Vous êtes, en disant au public, vous êtes venu partager quelque chose avec vous. Et je trouve que ça se perd un peu. Il ne faut pas, avec tous nos jeunes, j'ai deux grands-fils et je vois qu'ils sont toujours aussi comme tous leurs potes sur les portables, sur les écrans. Je trouve qu'il y a moins de partage. Voilà. Partager, ça peut être partager du silence aussi. Ça peut être bien avec quelqu'un et puis boire un café et puis rien se dire, mais être là et profiter. Oui, oui. Être présent. Être présent. Alors comment peut-on associer par exemple le flamenco qui est un art prestigieux mais plutôt tragique avec des émotions plutôt douloureuses et le burlesque sans porter atteinte à l'un ou à l'autre? Alors ça c'était ma grande peur au début. Je me voilà. suis dit bon, moi je suis plutôt dans le burlesque, dans le comique. Comment rendre hommage au flamenco sans s'en moquer? Oui. Tout le monde m'a dit, quand j'ai commencé à toucher à ça, oulala, méfie-toi, parce que alors, les flamencos, les gitans, ça, ils ont beaucoup d'humour, mais pas sur leur art. et puis en fait, ça s'est fait tout seul, en répétant. Et Fran, qui est un grand danseur de flamenco, on m'a dit, tu sais ce que tu veux faire dans ton idée de faire du flamenco, sortir d'une façon burlesque le flamenco, tout en lui rendant hommage, c'est ce que moi je rêve toujours de faire et que j'ai jamais réussi, donc je suis curieux de voir comment tu vas t'en dépatouiller. Et en fait, le truc, c'est que c'est l'histoire d'une mère qui a horreur du flamenco, que je joue, et un fils prodige qui est né pour ça, qui a ça dans le sang. On peut imaginer que son père était guitariste ou danseur ou chanteur de flamenco, puis qu'il a fait un enfant à sa mère et qu'il est vite reparti sur les routes, et que lui, il a hérité de ces gènes-là, mais que la mère, elle ne supporte pas elle, ce qu'il a fait rêver, c'est le Titanic. Du coup, je ne me moque pas du flamenco, puisque j'assiste à la naissance de cette passion chez mon fils, où je ne peux pas intervenir, où c'est plus fort que lui, et j'ai beau essayer de brimer, essayer de le mettre dans une case que je voudrais, en fait ça déborde et à la fin je l'accepte. Et c'est aussi un peu l'histoire de tous ces enfants qui ont une passion depuis tout petit et on ne peut pas les arrêter, quoi. Donc voilà, donc ça s'est fait assez facilement sur des scènes de la vie quotidienne, dans une petite cuisine andalouse. Et on a beaucoup parlé de nos histoires communes avant de faire le spectacle. Lui, il a perdu son père très jeune. Moi, mon père est parti parce que ma mère a divorcé. Donc, on a tous les deux été élevés par des mères espagnoles et une grand-mère espagnole aussi. Et donc, il y a plein
de référence à ce qu'on a vécu petit avec ça. On a tous les deux, par exemple, été lavés dans des bassines parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, parce qu'on était une famille assez très modeste. Et on a connu la bassine petit avec la mer qui frottait un peu trop, qui faisait mal, l'eau froide un peu sur la tête, voilà. Donc on est parti, oui, de choses qui nous a... de souvenirs d'enfance aussi. Très bien. Oui, justement, moi j'allais vous demander de parler de la pièce du thème, donc vous l'avez abordée. Mais est-ce que justement, lorsqu'on a un personnage qui est un homme enfant, est-ce qu'il faut avoir gardé une âme d'enfant pour pouvoir faire ce genre de scénario ? Oui, enfin je pense qu'il y a les gens qui perdent leur âme d'enfant, c'est des gens perdus. Je pense qu'on reste plus ou moins enfant toute notre vie. Enfin en tout cas, c'est les effets... C'est ce qui se passe dans notre enfance qui conditionne notre vie future, je pense. Les drames comme les joies. Donc, ouais, moi j'ai eu pas mal de drames et donc c'est peut-être ce qui m'a rendu aussi sensible aussi. Il y a une question de sensibilité. Oui, il y a des gens, je sais pas l'expliquer. Je crois qu'il y a des gens qui, en fait, je pense qu'on garde tous une âme d'enfant, mais il y a des gens qui se le refusent, qui jouent aux adultes un peu. Alors qu'on n'a pas à être adulte ou on n'a pas à rester enfant, on est ce qu'on est. Il ne faut pas avoir peur de sa sensibilité, parce qu'en fait, avoir une âme d'enfant, c'est être plus sensible que d'autres, peut-être. Mais oui, ben, nous, en tout cas, quand on répète et quand on travaille, moi je travaille comme un enfant dans une cour de récré, quoi. Je dis, tiens, on pourrait faire ça. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais ça me fait rire, faisons-le. Hein, vous allez voir dans le spectacle, il y a un morceau qui presque est le morceau d'anthologie du spectacle, enfin, au point de vue burlesque, sur le Titanic. Et ça, au début, j'avais fait ça en répétition pour déconner, pour rigoler. Et puis, mon commetteur en scène qui me dit, bah, pourquoi on le ferait pas ? Je dis, oh, bah non, c'est pour déconner. Bah, allez. Puis on l'a tenté un soir et ça a été un carton plein. Parce que c'est pas que burlesque, c'est aussi touchant. C'est parce que moi, j'essaie toujours même avec le rire, que le personnage soit touchant. Et que ça provoque une émotion chez le spectateur, soit ça lui rappelle les choses, ses parents, sa mère, lui-même. Et voilà, c'est un peu nos petits travers mis en exergue qu'on donne à voir, quoi, et que tout le monde se reconnaît. Alors j'ai vu qu'en 2021-2022, vous jouez en alternance pratiquement toutes vos créations. Bah, toujours, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait un premier spectacle au Corico qui fait le tour du monde, là, en fait, j'ai un espèce de répertoire, je refuse d'arrêter de jouer un spectacle. Donc si c'est acheté, je le joue. Donc là, on joue simultanément Cocorico, Fair Play, Franito, Welcome, Le Baron de Munchausen, Coyote le prochain. Jungle, on l'a arrêté. Parce que la comédienne était partie, puis c'était compliqué à reprendre. Et puis j'ai un autre spectacle que je tourne en tant que comédien, et donc ça fait 7 spectacles différents que je tourne. Mais c'est génial, parce que chacun nourrit l'autre. Donc des fois, on a beau connaître un spectacle par cœur, le fait de jouer autre chose, quand on revient pour jouer ce même spectacle, on y apporte des nouvelles choses. Voilà. C'est pas de tout repos, et puis surtout c'est des voyages maintenant avec... l'expérience, ça commence à tirer un peu, à faire 6 heures de train, jouer, repartir, faire 6 heures, voilà. Alors moi j'avais une suggestion à vous proposer, parce que je trouve que vous mêlez très très bien le tragique et le burlesque. Alors il y a une pièce classique qui s'appelle Le Phèdre, qui est tragique à mort, tout le monde meurt. Vous pourriez pas, pour la faire aimer aux jeunes qui... Mais c'est incroyable ce que vous dites. L'associat du burlesque. Non mais c'est incroyable ce que vous dites, parce que c'est un projet que j'ai. C'est pas vrai. Alors, vous êtes la première personne qui me dit ça, et je dis c'est quand même incroyable. En fait, je voudrais l'appeler Phèdre avec un F. Ah oui. Et en fait, l'histoire, il faudrait pas trop que j'en dise, parce que je voudrais pas me faire piquer l'idée, mais c'est monter une tragédie, vraiment comme une tragédie, mais que tout foire. Ne serait-ce que déjà une erreur d'impression à l'affiche avec un F, que tout foire et que ça devienne tragique pour les comédiens, que cette pièce classique qu'ils ont montée dans les règles de l'art foire. Donc il y a des trous, il y a des décors qui tombent, il y a des costumes, l'autre oublie il a regardé ses baskets, et que ça devienne une tragédie comique, mais qu'on entende assez bien le texte. Ah, c'est bien.
Ah oui, parce que franchement, vous la feriez aimer, peut-être, parce que franchement, il n'y a pas grand monde qui s'accroche à faire. Non, mais ouais, c'est un sacré boulot, mais ouais, c'est une idée que j'ai derrière la tête. Ah ben voilà, mais écoutez... C'est marrant, je vous disais, c'est vrai. Ouais. C'est drôle. Non, c'est bien. Et alors, comment passe-t-on des chiens à ce que vous faites maintenant? Alors les Deschamps, moi j'ai d'abord, comme je vous ai dit, travaillé dans plein de compagnies. Et quand je suis arrivé chez Deschamps, j'avais eu cette expérience-là avec Michel Guigon aussi, qui était une ancienne de chez Deschamps. Donc j'avais commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire que je suis arrivé devant des gens qui me disaient « vas-y, fais ce que tu veux ». Et ça, j'avais jamais eu ça au théâtre. Jusqu'à maintenant, on me disait « voilà, il y a un texte, tu le suis, tu fais ça, ouais, tu peux faire une impro, oui, c'est drôle, mais on va pas faire ça ». Alors que Deschamps, c'était tout le contraire. Je disais, ouais, non, mais là, j'ai fait ça pour rigoler. Ah non, mais c'est ça qui m'intéresse, justement. C'est pas le reste. C'est quand tu crois que c'est pas bien que c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, j'ai eu carte blanche totale avec eux, où je pouvais tout tenter, tout essayer, des choses qui n'avaient aucun rapport à ce qu'on voulait raconter. Vas-y, fais-le. Et je suis resté 7 ans avec eux. Et donc, ça m'a appris, en fait, à avoir confiance en moi, en fait, plutôt en mes idées de jeu. Tout ce que je dis, j'avais mis de côté en me disant oui, bon, ça c'est moi, je fais ça pour déconner, mais les metteurs en scène ne voudront jamais que je fasse ça sur un plateau. Et ben lui, il me disait au contraire, si, fais-le. Donc j'étais très surpris de me dire ah bon, mais ça plaît, ça. Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je veux. Vas-y, lâche-toi, lâche les chevaux. Donc, et sorti de là, c'est là où j'ai fait de la télé, j'ai écrit 70 numéros de mime. Et après, je me suis dit, mais en fait, oui, je pourrais écrire, je pourrais faire mes propres trucs. Ça m'avait rassuré. Donc, j'ai fait mon premier spectacle à moi, 44 ans quand même. Mais c'est peut-être pas mal aussi parce que j'ai été fort de l'expérience passée. Donc, voilà, Deschamps, ça a été un peu un tremplin pour moi. Et puis, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi parce que tout d'un coup, tout le théâtre public en France m'a découvert. Puis on a beaucoup tourné, donc oui, c'était une belle expérience en tout cas de me conforter dans ce que je croyais être bien sur un plateau, quoi. Moi je me souviens d'un sketch, alors c'était je crois avec Stéphane Bern, le Canari. Oh, moi je l'ai vu aussi, c'est extraordinaire. Franchement, le Canari, c'est... Le Canari, en plus vous aviez une chemise jaune Canari. Ouais, c'est parti d'un truc, ça c'était ma grand-mère qui m'avait offert à 22 ans une caméra pour filmer. Je m'étais filmé chez moi en train de faire la perruche parce que j'avais appelé ça le canari, mais j'ai eu des oiseaux pas mal. Moi, j'ai élevé des oiseaux, donc je les ai beaucoup observés. Puis j'avais fait ça chez moi avec un manche à balai, puis après j'avais Michel Guigon avait fait faire ça dans mes cabarets et tout ça. Et oui. C'est excellent, franchement. Il était très bon. Alors là, donc, vous avez abordé un petit peu le projet que vous avez, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation après Franito? Parce que Franito, c'était en 2016. Et ben après Franito, il y a eu Welcome, oui. Sur la mort, avec Olivier Saladin, un ancien des chiens aussi. On est 6 sur scène, c'est un spectacle très onirique qui mêle danse, musique, théâtre, danse contemporaine, flamenco, danse classique. Voilà, c'est un spectacle... Je suis assez content, c'est très beau je trouve, et drôle aussi, mais voilà, sur la mort, ça c'est un spectacle que j'ai fait suite à des décès dans ma famille qui m'ont un peu perturbé, de gens qui sont partis trop tôt, trop jeunes et trop vite. Et là, il y a Coyote, sur les Amérindiens, parce que moi je suis passionné des Amérindiens depuis tout petit, donc c'est un peu mon jardin secret. J'ai un peu de mal à me lâcher, pour l'instant je suis en répétition, parce que c'est tellement personnel que voilà. Mais, et puis après, bon, il y a peut-être Phèdre, on verra, mais non, mais là je vais peut-être aussi un peu calmer le jeu, parce que tourner 6 ou 7 spectacles en même temps, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Oui, en tout cas, c'est très bien. Et vous êtes toujours rattaché à Nîmes, oui, au théâtre de Nîmes? Oui. Parce que vous avez fait plusieurs théâtres. Vous avez été à Chaillot aussi. Oui, mais alors après Chaillot, c'était des coproductions. Oui. Oui, Chaillot, oui, j'ai eu des fidèles comme ça. Oui. Vous avez été marqué par un spectacle aussi, je crois, c'est le spectacle de Jamel Debbouze. Pourquoi je n'ai pas mangé mon père? C'est pas un spectacle, c'est un film. C'est un film, voilà. Ouais. Voilà. Oui, il m'a. Alors que le livre, c'est Pourquoi j'ai mangé mon père. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il castait parce que Jamel voulait quelqu'un qui joue comme Louis de Funès. Et donc, ils ont casté des imitateurs de Louis de Funès. Et un jour, il tombe sur moi, je passe le casting, et moi, je leur dis, mais attendez, moi, je ne sais pas faire Louis de Funès.
Je ne suis pas un imitateur de Louis de Funès. Par contre, tout le monde me dit que dans mon jeu, dans ma façon de jouer, ça fait penser beaucoup à Louis de Funès. Bon, on essaye. Alors là, tout de suite, ah non, mais c'est bon, on te prend. Parce qu'effectivement, et après, j'ai été drivé par le fils Olivier de Funès, d'Olivier de Funès, qui est venu pour valider. Je le voyais pendant 2 jours, il restait un peu comme ça. Puis au bout de 2 jours, il était venu me voir, il me dit Patrice, tu fais ce que tu veux, l'esprit est là, c'est parfait, vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux. Donc voilà, effectivement, l'esprit était là, quoi. Donc c'est pas une imitation de Louis de Funès que j'ai fait, mais ça faisait beaucoup penser à Louis de Funès. Et puis il y avait le physique aussi, la tête et tout ça. Et donc voilà, oui, c'était une belle expérience de film où il m'a fait jouer 2 personnages assez importants dans le film. Et puis donc il s'est servi de ma corporalité pour après redessiner par rapport à mes propositions corporelles, de faire du dessin animé. Voilà. Alors si vous voulez donner envie aux spectateurs de venir vous voir aujourd'hui et demain au Théâtre des Nouveautés, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je leur dirai ce que disent les gens en sortant, que ça fait du bien, qu'ils me remercient, qu'il y a des gens qui pleurent, parce qu'il y a surtout dans les communautés espagnoles, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, ça leur rappelle leur enfance, puis ce rapport à la maman qui est de toute façon universelle. J'avais une grand-mère qui vous engueulait, c'est ce qu'il y a dans le spectacle, qui allait vous mettre une gifle et au dernier moment vous embrasser parce que c'était plus fort qu'elle. Et non, mais je crois que et puis venir rire avec ses enfants, ses petits-enfants, c'est toujours magique et c'est pas, je crois que ça arrive pas tous les jours parce qu'il y a des spectacles enfants, il y a des dessins animés, mais partager quand même un spectacle où on rit en même temps, où on rit de voir son enfant rire, où l'enfant rit de vous voir rire. Souvent, on voit des gamins pendant la pièce, on nous raconte les gens qui sont dans la salle parce que nous on voit pas bien, mais qui regardent leurs parents rire et comme si c'était la première fois qu'ils les voyaient rire comme ça. Un truc d'admiration, c'est-à-dire ils se lâchent, quoi. Et puis il y a une dame qui nous avait dit un jour, en fait, j'ai ri comme j'avais pas ri depuis 40 ans, en fait. Au son de mon rire, j'ai reconnu mon rire de quand j'étais petite. Ah oui, ça, c'est génial. C'est pratique. Oui. Et alors après Tarbes, vous partez où là et vous jouez aussi Franito? Non, après j'enchaîne sur Cocorico, à la Trinité-sur-Mer. Et puis après on enchaîne à les débuts de répétition pour le prochain spectacle. On commence le 14 février et là ça sort le 8 mars. D'accord. Voilà. Et puis après on reprend la tournée avec tous les autres spectacles. Voilà. C'est la vie de bohémien, je veux dire, en tout cas de nomade. Eh oui, oui. En tout cas, merci Patrice Thibault d'avoir consacré ce temps. Et puis on vous verra, nous serons là ce soir. On va être là ce soir. Voilà. Ah oui, on va rire, à gorge déployée. Merci beaucoup. Merci.